Donc, il fallait bien au moins qu'on soit tous là pour cette matinée de pitch. Donc, les pitchs, ce matin, vous allez voir 2 sessions. Une première session avec les pitchs talents en cours, qui ont fait tout un parcours dont Élodie va vous dire un mot. Donc ici, vous avez le festival de Bordeaux, le festival de Bordeaux où ils ont commencé, de Poitiers où ils ont continué, donc voilà. Et Brive, évidemment, où ils sont là ce matin, tous stressés de vous présenter leur projet. Donc, et ensuite, on fera une petite pause rapide, un petit café, et on enchaînera avec les pitchs moyen métrage. Donc, je vous présenterai les deux coachs de ces ateliers juste après. Mais Élodie, est-ce que tu peux rappeler le parcours de Talents en cours? Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Effectivement, merci Maggie. En quelques mots, le dispositif Talents en cours Nouvelle-Aquitaine, c'est un dispositif qui tourne en Nouvelle-Aquitaine depuis quelques années maintenant. Mais depuis 2 ans, on a décidé d'organiser un parcours en commun à 3 festivals. Le FIFIP à Bordeaux, le Poitiers Film Festival à Poitiers et le Festival de Brive. Et on propose depuis 2 ans maintenant à 5 jeunes auteurs en voie de professionnalisation un accompagnement à la fois à l'écriture artistique sur le développement d'un court-métrage, mais aussi un accompagnement à la professionnalisation, à savoir leur faire rencontrer un maximum de monde, essayer de leur expliquer comment se structure la profession tant au niveau régional qu'au niveau national, et pour essayer de les orienter un petit peu dans leurs envies de cinéma. Donc on est très heureux cette année de pouvoir faire le pitch dans son intégralité. C'est une grande première pour eux. Et voilà, et on leur souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Alors je compléterai en disant que depuis l'année dernière, la région Nouvelle-Aquitaine dote un prix. En plus, parce qu'en fait le vrai prix, c'est le parcours que vous avez fait tous. Ça, c'est vraiment ce qui compte le plus. Mais bon, pour motiver un peu à l'excellence, la région a décidé d'attribuer 2 prix. Un prix donc pour Talent en cours, qui sera donné à un je suis déjà à la distribution, à un producteur qui s'engagera sur le projet, avec une partie qui évidemment sera versée à l'auteur, selon des modalités qui vous seront indiquées. Pierre Da Silva, qui est dans la salle, est le garant de ce prix, et celui d'ailleurs qui a permis que ce prix existe. Et cette année, pour la première fois également, il y aura un prix pour les moyens métrages, pour les pitchs moyens métrages, donc une somme qui sera versée directement à l'auteur. Voilà. Donc, Pierre, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ce... C'est un bel exemple vertueux de collaboration entre 3 festivals amis, sensibles à l'émergence, Poitiers, Bordeaux, Brive. C'est très bien. Merci. Alors, je finirai pour vous présenter... on va vous présenter les coachs, mais aussi le jury qui va attribuer les prix, qui est composé donc de Marie Vermillard, réalisatrice, Jackie Goldberg, Jackie Evrard, excusez-moi, Jackie Evrard, donc déléguée générale du Festival de Pantin, et Jackie Goldberg, il viendra l'année prochaine. Et Jean-Raymond Garcia, réalisateur, qui est la petite de réalisateur, voilà, que vous connaissez tous, et qui d'ailleurs, pour les Talents en cours, vous a accompagné un peu à Bordeaux, je crois. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir ce jury qui a la lourde tâche d'attribuer ces 2 prix. Pardon Jackie, c'est 3h du matin, voilà. Trop de Jackie dans ma vie. Voilà. Bon, Julio, tu veux peut-être ajouter un mot, puisque c'est la première fois quand même que Julio était là l'année dernière, mais qu'on ait vraiment la totalité. Oui. Désolé. Oui, c'est vrai. Non, désolé, j'ai plus de voix. Je peux communiquer avec les baleines. Et non, je suis très content de ces moments-là du festival. C'est un moment très important parce que aujourd'hui, c'est nécessaire d'accompagner la création, de soutenir et accompagner la création cinématographique dans toutes les étapes. Le vrai enjeu d'un festival aujourd'hui n'est pas seulement celui de
comment dire, montrer l'existant, ce qui existe déjà, c'est très important évidemment, mais aussi aider, soutenir la création cinématographique. Et c'est un engagement qui dépasse même après le festival, c'est-à-dire que c'est un engagement qui continue à l'année, soit en suivant les projets, les pitchs qu'on a présentés ici, soit en accompagnant les films programmés ici à Brive et faire en sorte qu'ils puissent avoir une véritable visibilité, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec les salles de la région et avec aussi les autres festivals amis. Et voilà, du coup, je voulais juste dire ça, mais c'est très important parce que les festivals aujourd'hui ont une responsabilité énorme. On ne peut plus, en fait, aujourd'hui, se permettre de faire juste une sélection, montrer des films et penser qu'on a fait notre travail. Voilà. C'est très bien. Enfin, vous présenter les deux coachs qui étaient là. Donc, Catel Guillou, tu peux te lever, comme ça tout le monde va te voir, qui a encadré les pitchs moyen métrage, et Marion de Seine-Ravel, qui a encadré les talents en cours. Voilà. Je précise également que les coachs nous aident, ça a été le cas de Marion, à faire la sélection des projets en amont. Voilà. Enfin, je veux dire, on s'appuie sur des scénaristes et des personnes qui vont les accompagner pour faire la sélection. Voilà. Alors, bonne séance et puis à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être là. Je précise qu'en fait, j'ai pas travaillé toute seule. La personne qui a participé au choix des projets, c'est Marlène Post, qui est scénariste, qui a accompagné, a accompagné les 5 auteurs à l'écriture de leur sélection au Festival de Brive. Et puis moi, je les ai récupérés, entre guillemets, au Festival de Brive pour les accompagner, les coacher pour préparer le pitch qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va voir 5 auteurs. On vous a préparé... Coach, ça fait un peu coach sportif. Donc, on vous a préparé un numéro de sport. On va faire des pompes, on va faire des abdos, ça va être super. Chacun aura à peu près 10 minutes. Moi, je vais tenir un petit chrono. L'idée, c'est qu'ils fassent à peu près 5-6 minutes où ils vont vous présenter votre projet, et puis 4-5 minutes où vous, dans la salle, vous pourrez poser des questions. Et moi, j'aurai le micro, donc vous levez la main, je viens vous voir, et vous pourrez poser des questions aux différents pitchers. Voilà. Non, mais je crois que j'oublie rien, je crois qu'on va commencer tout de suite. Alors, le premier projet qu'on va écouter ce soir, on va partir en voyage. Ce matin, on va partir en voyage. Ça va être le projet d'Antoine de Duclas, qui s'appelle Havre. Donc, Antoine, si tu veux venir avec moi, je te donne le micro. Le poète portugais Miguel Torga avait dit un jour l'universel, c'est le local sans les murs. Mon film Havre parle de 2 solitudes qui se rencontrent par hasard à l'autre bout du monde dans un pays qu'ils ne connaissent pas. L'intrigue commence avec Annan, un jeune Ghanéen qui travaille depuis plusieurs mois sur un porte-conteneur en tant qu'ouvrier mécanicien, dans l'espoir d'offrir grâce à son salaire une vie beaucoup plus aisée à sa compagne restée au pays. Sauf que lorsque cette dernière lui apprend au cours d'une traversée que lassée de l'attendre, elle finit par elle décide de couper les ponts avec lui. Il est pris de chagrin comme étant le seul de son origine à bord du cargo. Il n'a aucun moyen à qui confier sa peine ni à trouver du réconfort. Alors, quand le bateau fait escale un soir au port du Havre, il décide d'aller voir les prostituées, pas pour faire l'amour, mais surtout pour parler. Et par le plus grand des hasards, dans un appartement, il va rencontrer une prostituée qui s'appelle Joy et qui, en fait, comme lui, vient de la même région, du Ghana, comme lui parle le même dialecte, le Twi, et comme lui n'a aucun repère dans cette ville et ce pays qu'elle ne connaît pas. Et donc, entre eux, dans cette nuit froide d'hiver, il va se passer quelque chose d'assez doux, et à la fois doux, banal et extraordinaire, c'est-à-dire que en parlant le même dialecte, ils vont communiquer des choses tout à fait banales pour nous, mais pour eux, c'est tellement extraordinaire de pouvoir parler de choses communément familières. Et c'est comme si, au cours de ces nuits, dans cette chambre,
il y avait une bulle de douceur, une bulle de chaleur humaine qui contrastait avec la froideur de l'extérieur et la froideur des autres personnages. Et on a l'impression qu'on n'est plus dans cette chambre, on n'est plus au Havre, on n'est plus en France, on est ailleurs. On est dans un ailleurs qui leur appartient qu'à eux. Ils retournent de là où ils étaient. Et c'est comme une bulle spatio-temporelle, quoi. C'est comme si le monde extérieur n'existait plus et comme si nous voyagions. Voilà. Mais ce qui aurait pu être un début d'histoire, ce qui aurait pu être une rencontre, doit finir à cause de la durée de l'escale, à cause de la durée du temps tarifé. Et c'est comme si la bulle éclatait et que chacun devait repartir dans son quotidien. Donc, Anand repart au cargo, mais le film n'est pas fini. En fait, à partir du moment où Anand part, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait de ce personnage de Joy. On ne peut pas la laisser telle qu'elle. Je montre un client, mais qu'en est-il du sort de cette prostituée? Parce qu'elle aussi elle a une histoire. On ne peut pas montrer juste un client sans parler de son interlocuteur. Donc je suis Joy. Je parle de Joy qui, elle, derrière son côté aguicheur et faussement séductrice, derrière son sourire forcé, en fait se cache une vraie humanité, surtout une profonde mélancolie, puisque elle aussi, elle est complètement seule et isolée. Elle est victime d'un réseau de prostitution, un réseau de proxénétisme où elle est baladée de ville en ville, sans attache et sans moyen de communiquer, ni avec les autres prostituées qui ne parlent pas la même langue qu'elle. Et donc, lorsqu'elle trouve, par hasard, le téléphone portable d'Anand, qu'il a laissé tomber visiblement avant de repartir, et comme elle n'a aucun moyen de communication, pour pas qu'on la perde, eh ben, elle va essayer ça va être pour elle un moyen de désobéir à ses proxénètes et d'échapper à leur surveillance en passant un coup de fil. Donc elle va essayer de trouver un moment d'isolement pour passer ce coup de fil. C'est comme une manière de s'évader, et en fait elle va appeler sa mère dans les toilettes d'une station-service, pas pour lui dire à l'aide, mais pour la rassurer, lui dire tout va bien en France, oui tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi, tout se passe très bien. Et elle est obligée de couper court à les discussions et elle doit repartir sur la route. Tandis qu'au port, d'autres marins repartent, d'autres navires arrivent, et ainsi de suite. En fait, ce film, il est né il y a 1 an, juste après le premier confinement, où j'ai appris qu'il y avait des marins sur les cargos, des porte-conteneurs, qui étaient restés confinés à bord, alors que tout le monde ressortait de chez soi, parce que les autorités locales craignaient qu'il y ait un cluster à bord, et en plus de ça, il y avait le gouvernement respectif des différents marins qui ne voulaient pas les rapatrier. Et alors je me suis dit, c'est quoi cette société qui est plus préoccupée par la vie de ces marchandises que la vie de ceux qui les transportent, qui donne autant de considération? Et du coup, je me déconcentre. Et du coup, je me suis demandé, mais c'est quoi cette société-là? Comment on peut vivre aussi longtemps enfermé loin des siens? Et du coup, je voulais parler, à travers ce fait divers, de ma propre peur de la solitude, ma propre angoisse de l'enfermement, de l'isolement, et de mon anxiété vis-à-vis de l'avenir qui, pour moi, est incertain. Et dire à travers cette histoire combien il est important de parler, de trouver quelqu'un à qui parler, parce que parler à quelqu'un, c'est le meilleur moyen de se sentir exister, de se sentir compris. Et qu'on a tous besoin d'un autre pour exister. Et que, à travers donc je voulais raconter tout ça en raccordant 2 histoires différentes, celle d'un marin au cœur brisé et celle située sans repère. Et donc, d'un côté, un corps qui transporte des marchandises, de l'autre, un corps qui est une marchandise, qui est réduit à une marchandise, pour raconter une seule histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une société anonyme qui produit des solitudes en séparant les êtres vivants les uns des autres. Voilà. Tout ça pour dire, au fond, est-ce que notre époque, est-ce que notre monde crée encore du bonheur? Est-ce que le monde est encore un havre? Est-ce que c'est encore un refuge chaud, doux et réconfortant? Ou alors c'est un port de commerce où nous sommes tous des marchandises? Super. Alors moi j'ai plein de questions, vous avez peut-être déjà des questions dans la salle. Alors madame d'abord, et puis après ce sera monsieur derrière. Merci.
Merci beaucoup. C'est très touchant et très fort. Mais je voudrais savoir la durée, c'est combien? Parce que je trouve que c'est assez long. Et puis, comment vous avez imaginé l'ambiance quand vous parlez d'une ambiance un peu différente avec la première rencontre avec la prostituée? Comment vous imaginez ça visuellement? Alors visuellement, moi je me suis rendu... Alors c'était quoi votre première question? La durée, pas plus de 20 minutes, sachant qu'en fait moi ce que je veux c'est qu'on se focalise que sur le moment du dialogue entre les deux personnages et que tout le reste soit... On aille à l'essentiel. Je veux pas faire des... ce que je veux c'est qu'on fasse des scènes où on va à l'essentiel sans trop s'étirer. Mais pour moi le vrai... Pour ça, je fais ça parce que... Je veux faire ça parce que pour moi quand on voit la scène de dialogue, on a l'impression que le temps est aboli, qu'on se rend même plus compte que le temps est long. Comme si 3 minutes de discussion, ça pourrait paraître beaucoup plus long que ça pour eux. Donc pour moi, je préfère faire un film qui dépasse pas les 20 minutes pour qu'on aille vraiment à l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est l'épure, pour toucher à l'essentiel. Et l'ambiance, c'est que quand je suis allé au Havre, parce que j'ai fait des recherches pour mon film, je me suis rendu au Havre et j'étais très impressionné par l'architecture qui pour moi est en corrélation formellement avec les conteneurs, très carrés, très rectangulaires, très emboîtés. Et je voulais faire un contraste entre une ambiance très froide d'hiver et nocturne et des intérieurs, l'intérieur d'un appartement chaud, doux, où on sent plus la sensibilité de la lumière, comme pour souligner la sensibilité des personnages. Voilà. Avec la prostituée, vous avez parlé d'une ambiance très particulière, c'est-à-dire ils ne sont plus dans le lieu, ils sont plus dans le... Il y a un côté, oui, ce que je vois c'est qu'il y a la scène où ils discutent avec l'éclairage des lampadaires, des lumières, des lampes de chevet, ça crée et les couleurs des murs, ça crée une ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus ténue, alors que dehors c'est vraiment des lumières froides, sodium, tout... très sec, vraiment une ambiance sèche, quoi. Une ambiance humide et sec, une ambiance sèche de nuit hivernale, quoi. C'est surtout comme ça que je compte, en faisant contraster les couleurs et les lumières et les impressions de lumière. Ok, on va pouvoir prendre une deuxième question. Je vous passe le micro. Bonjour. Bonjour. Déjà, bravo pour votre présentation. Moi, je connais très très bien Le Havre et j'ai ma famille en fait qui habite là-bas et je comprends pas en fait pourquoi le personnage décide de parler à une prostituée alors qu'il y a une grosse communauté sénégalaise et ghanéenne au Havre. D'accord. Et pourquoi il s'entretient en fait avec la prostituée et pas avec d'autres personnes directement? Parce que je voulais aussi créer un manque affectif féminin. C'est-à-dire que dans un cargo, il y a surtout des hommes, et moi je voulais qu'il ait besoin de trouver du réconfort auprès d'une femme plus qu'avec des hommes. Et que les péripéties font qu'il entend parler d'un plan pour aller voir des prostituées, parce qu'il y a un marin qui connaît un plan au Havre, parce qu'il est il connaît bien un des Macs. Mais c'était plus pour créer, faire une corrélation entre la présence purement masculine d'une communauté d'hommes et le manque, l'absence des femmes. Voilà, c'était surtout pour ça, pour souligner la précarité affective des marins. Mais du coup, c'est une relation client à prostituée ou c'est une relation vraiment ami épaule parce qu'en fait il avait juste besoin de parler? Justement, c'est ça, c'est qu'il y a... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations qui dépassent les schémas qu'on pourrait se faire. C'est-à-dire qu'il y a un brouillage dans les relations. On ne sait pas trop si ça pourrait être... certes, c'est un client et une prostituée, mais aussi il y a on se projette tellement qu'on imagine qu'il peut y avoir une histoire et tout. J'ai parlé pendant très longtemps avec des prostituées, avec des marins qui m'ont raconté tout ce qu'ils traversaient et tout, qu'est-ce qu'ils cherchaient dans l'autre, pour essayer de voir en fait qu'il n'y a pas juste une vision unilatérale des échanges, mais que ça va beaucoup plus loin que ça. Merci beaucoup. Merci, on va devoir s'arrêter. Merci Antoine. Merci beaucoup.
notre deuxième projet, on va partir en camping. C'est le projet de Valentin Noël. Il a changé de titre par rapport au document que vous avez dû recevoir, il s'appelle maintenant Hétérotopia. À toi. Merci Marion. Bonjour. Alors, comme l'a dit Marion, on va partir en camping, mais avant, j'aimerais vous parler un peu de la genèse de ce projet qui est né vraiment très très récemment. Donc c'est très embryonnaire, mais en fait c'est après la lecture d'un texte de Michel Foucault qui s'appelle Des espaces autres. C'est un petit texte dans lequel il développe le concept d'hétérotopie qu'il définit comme un espace d'utopie concrète dans le monde. Et il prend comme exemple les cinémas, certains jardins et les clubs med, les campings. Et donc moi je me suis demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le camping est un lieu d'utopie, un lieu de bonheur? Et ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. C'est qu'un jour je suis allé en camping avec mes parents et le premier jour, on a vu des camions de pompiers dans le camping. Et on a appris que mon enfant s'était noyé dans le lagon artificiel. Et la semaine s'est passée très normalement. On voyait des gens faire la fête, des gens boire, des gens s'amuser, des gens être heureux et des gens se baigner à l'endroit même où un enfant a perdu la vie le jour d'avant, où une famille a été déchirée. Et du coup, je suis parti de ce principe en me demandant, en essayant de déconstruire en fait cet idéal et cette idée du lieu parfait, du lieu utopique. Et donc, le scénario, ce serait l'histoire d'un groupe d'amis qui décide de passer une semaine en camping après avoir travaillé dur une année entière pour pouvoir se payer juste une semaine dans ces campings paradisiaques hors de prix pour oublier leurs problèmes. Et on se concentrera principalement sur le personnage de Lou, qui est une jeune fille assez discrète, assez réservée, mais qui a vécu une année très difficile, et qui s'imagine qu'à travers cette semaine, elle pourra se réconcilier avec elle-même, oublier toutes les tragédies qu'elle a vécues, éventuellement se rapprocher de certaines personnes pour combler le manque d'affection qu'elle ressent. Et ce séjour va directement être marqué par la mort de cet enfant, et surtout par l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'un des personnages, par exemple, quand ils apprendront la mort de cet enfant, un des personnages dira oui, mais c'est triste, mais on ne le connaît pas ce gamin, et vu le prix qu'on paye, on ne va pas laisser ça gâcher nos vacances. Ça paraît dur, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, et ça m'a absolument choqué de voir l'indifférence générale. Et donc, ce projet, c'est plus une étude presque sociologique, de voir comment on peut maintenir un équilibre, comment on peut maintenir de la joie dans un espace comme ça, alors que le tragique peut faire irruption à n'importe quel moment. Comment on peut présenter un lieu comme utopique, et surtout où règne constamment l'injection au bonheur. C'est-à-dire que quand on est en vacances, on n'a pas le droit d'être malheureux. Et donc moi, je veux prendre à contre-pied cette idée-là. Et notre personnage de Lou, durant son séjour, va voir des apparitions de cet enfant qui s'est noyé. Elle va le croiser, elle va le voir, et ça va être comme un écho, comme une écho de sa propre situation. Et c'est la seule à voir cet enfant, c'est la seule à ne pas acheter cette idée de petit paradis. C'est la seule qui va éprouver un décalage entre ce que tout le monde vit, tout ce bonheur qui est parfaitement artificiel. C'est la seule qui va se rendre compte que non, en fait, le tragique est là, le tragique existe. Et cet enfant va venir la hanter. Mais c'est pas du tout une vision d'horreur, c'est plutôt une vision poétique, presque lyrique, de cette apparition qui lui rappelle constamment que vivre, ce n'est pas éluder le tragique, et qu'il n'y a pas de lieu réellement utopique. Il y a juste des lieux où, pour être en paix avec soi-même, avec ses fantômes, il faut juste accepter
la déception, le tragique et parfois le malheur. Et donc j'envisage ce film vraiment comme un passage à la majorité, une acceptation de la douleur, du tragique, et en même temps que finalement ce personnage, en acceptant de voir ce fantôme, fait la paix avec ses propres fantômes. Merci, votre équipe. Super. Alors, qui a des questions? Ouais. C'est bien, je vais faire 10 000 pas par jour aujourd'hui, facilement. Merci, Richard Sidi de la Maison du Film. Bravo pour ce projet qui m'a extrêmement touché. Est-ce que ce projet pourrait... Est-ce que vous avez des inspirations, des réalisateurs ou des films qui nourrissent votre projet? Voilà. Bonjour, merci de votre question. Oui, en fait, surtout pour la mise en scène, j'envisage vraiment ce projet comme l'incrustation de la réalité dans un processus fictionnel. C'est-à-dire que je refuse d'écrire des dialogues et je veux vraiment laisser le réel imprégner cette histoire. Et j'aime beaucoup le réalisateur polonais Michał Morwak qui utilise ce processus, qui écrit une petite trame fictionnelle, notamment dans All These Sleepless Nights, qui crée une barrière entre la réalité et la fiction, et qui justement la détruit. Et donc, je pense que oui, c'est une des références. Et aussi, j'ai envie de citer Les Bronzés, mais c'est... Imaginons, si Michel Houellebecq avait écrit le scénario des Bronzés, à la fin, on retrouve Jean-Claude Duss pendu dans son bungalow. Et donc c'est... J'en parlerai avec Michel. Merci pour votre proposition. Oui, par exemple. Est-ce que vous avez des images de cet enfant hanté? Comment vous imaginez la mise en scène de la présence dans la tête de la jeune femme de cet enfant? Alors, j'imagine vraiment cette scène-là comme un gros contraste avec la manière de filmer les événements qui se dérouleraient quotidiennement dans le camping. C'est-à-dire les événements quotidiens filmés vraiment caméra à épaule, avec un montage très rapide, presque documentaire, et les moments d'apparition de cet enfant, des plans fixes, et où il apparaît, de l'imaginer apparaître vraiment en arrière-plan, presque dans le flou, et voilà où la caméra se stoppe à un moment, prend une pause, et de l'imaginer, cet enfant, encore habillé et trempé plusieurs fois dans le film, on le voit juste apparaître et dégoulinant d'eau. Donc, son apparition est plus suggérée que réellement montrée explicitement. Et sa noyade ne sera pas montrée, elle sera suggérée aussi. C'est-à-dire que l'accident intervient au cœur du récit, où Lou et ses amis arrivent après l'accident, comme ce qui a été manifestement votre cas avec vos parents il y a quelques années. Ils arrivent après l'accident. En fait, l'accès du camping est barré par des camions de pompiers. Ils se demandent ce qui se passe et on apprend plus tard que l'enfant s'est noyé. Je crois qu'on attend encore pour une question. Moi j'aimerais que tu nous parles un peu plus du personnage de Lou, de son passé, dans quel état d'esprit elle est quand elle arrive dans ce camping. Alors, je pense, et c'est pas définitif en fait, pour être honnête, je pense qu'elle sortirait de cure de désintox. Et que du coup, ce sera toujours, ne pas le dire explicitement, mais délivrer des indices au cours des moments d'échange avec ses amis. Par exemple, ils font une soirée et puis un petit jeu d'action ou vérité, et où la vérité
éclate finalement, mais toujours en restant parsemé et plutôt suggéré. Ok, merci beaucoup Valentin. Merci. Alors on va passer au troisième projet. Paco Caillard. Donc, le projet s'appelle. Bonjour. Ouais, le projet s'appelle Pied d'éléphant. Je vais te laisser te présenter, mais en fait, cette fois, on va commencer par regarder un extrait de film. Et tu parleras après. J'expliquerai ce que c'est ensuite. Ouais, juste ensuite. Si on peut lancer la projection, s'il vous plaît. Merci. Oui, je peux m'acheter des trucs, hein. Oui. Ouais. T'es avec Paco ou pas, là? Ouais. Ah. Ok. Parce qu'en fait, là, dans la salle de bain... Ok. Allô? Ouais. Et j'aimerais bien... Ouais. Et en fait, j'aimerais bien utiliser la salle de bain pour me doucher. Non mais tu t'en fous. Non, t'inquiète. Non. Mais parce que... Je l'ai mis là mais elle est pas, c'est pas en train de tourner donc tu t'en fous. Juste touche pas s'il te plaît parce que je suis en train de... C'est des tests et tout là, faut pas que... D'accord. Bon, mais merci. Ouais, ok, merci. Vas-y, à tout. Salut. Ouais. Ouais. Ouais, à tout. Non parce qu'en fait je fais des tests et... Vous avez pu me voir dans un film avec mes deux frères que j'ai réalisé tout seul chez moi en indépendant. C'est un truc qui dure 4 heures que j'ai fait il y a 2 ans, 2-3 ans. Et je vous montre ça parce que c'est le dispositif dans lequel, que j'ai imaginé pour ce film-là. Ça sera à peu près le même pour ce court-métrage, hors la durée du coup, mais le fait de m'inscrire dans le réel de ma famille, dans un contexte qui m'est très familier, c'est exactement le même dispositif que je veux prendre pour ce projet-là qui s'appelle Pied d'éléphant. Voilà, l'idée c'est de filmer du coup des gens qui me sont proches et qui sont aussi familiers à ce dispositif, puisqu'ils ont vécu ça il y a quelques temps. C'est la base du projet, c'est vraiment rentrer dans le réel et faire un film à hauteur d'homme, avec des gens qui me sont proches. Donc mon idée de mise en scène principale c'est ça, c'est une idée qui se retrouve aussi dans l'esthétique et la forme du film, puisque entre ces prises de vue réelles s'articulera des incrustations vidéo qui seront de l'ordre du clip, du reportage ou alors d'un tutoriel. Par exemple, à un moment, dans le film, je cuisine avec mon petit frère et il regarde un tutoriel de Philippe Etchebest qui va apprendre à faire un sandwich. Voilà, c'était des éléments qui me semblent très importants et évidents pour moi, parce que inscrire un film dans le réel, en tout cas dans ce réel-là, c'est-à-dire avec des personnes relativement jeunes, ça implique d'instaurer forcément une relation à l'écran particulière, omniprésente. Mais qui amène vraiment des moments de vie, d'échange et de beauté au sein de cette famille-là. C'est très vivant en fait, la manière dont ces écrans interagissent avec les personnes. Donc c'est l'idée, ça rejoint mon idée de rapport au réel, qui a aussi, l'incrustation de ces écrans-là, on n'a pas dans les enjeux de l'histoire, puisque l'histoire du coup, pour l'expliquer un peu, ça serait que
le film débute sur mon personnage, du coup, qui est joué par moi, qui se retrouve seul dans son appartement, enfin, qui est seul dans son appartement en ville, en centre-ville à Bordeaux, et qui est un peu isolé, et surtout qui est dans une situation un peu compliquée, puisqu'il il a vécu une rupture amoureuse qui est récente, qui est difficile à digérer, donc du coup, c'est un personnage qui est troublé, très frustré. Il va sortir de sa solitude par une sollicitation de son père, qui lui demande de l'aider à transporter du domicile familial jusqu'à chez lui en ville. Donc c'est une sorte de cadeau qui est une plante qui s'appelle le pied d'éléphant, mais qui est trop lourde à transporter tout seul. Il a besoin d'aide pour le faire. Donc mon personnage, je m'extirpe de ma solitude par cette demande, et je me retrouve au sein de ma famille, sauf que mon père n'est pas présent au moment de ma rencontre avec ma famille, puisqu'il est occupé à autre chose, qu'il n'a pas trop le temps. Et dans ce moment-là, je me substitue un peu à son rôle, et je reprends le rôle, et je vais passer des moments avec mes frères et sœurs à aider, à organiser un peu la vie au sein de ma famille, pour pouvoir prendre le rôle, en tout cas me substituer un moment à certaines contraintes familiales ou matérielles, qui ne sont pas forcément au final désagréables, puisque c'est ces moments-là qui vont emmener des instants de vie, de beauté. C'est ça qui m'intéresse de filmer aussi, c'est beaucoup de spontanéité, de moments d'émulation. Et donc après, c'est plusieurs contraintes qui se déroulent à ce moment-là, mais qui sont très, très joyeuses. Mon père rentre finalement, à savoir que ma mère est absente puisqu'elle est malade et qu'elle est soignée à l'hôpital à ce moment-là, et qu'elle n'est pas là non plus. Mon père revient, et puis sauf que la plante est trop lourde pour être portée à deux, et on a besoin de l'aide de mon frère pour pouvoir l'amener de ma maison jusqu'à chez moi, du coup, dans mon appartement. Et grâce à l'aide de mon frère et de mon père, on arrive à transporter ce pied d'éléphant jusqu'à mon petit appartement en ville. Mais finalement, je me retrouve... après cette contrainte matérielle résolue, je me retrouve quand même seul face à des mots qui restent, de la douleur qui revient, celle de la rupture. Et c'est ce qui m'intéresse de raconter aussi, c'est que le personnage vit un moment joyeux, mais se retrouve finalement tout de même confronté à cette douleur-là. Et ça m'intéresse vraiment de raconter cette complexité-là morale, de pas faire évoluer le personnage. Ça m'intéresse plus de raconter pourquoi il n'évolue pas moralement, et pourquoi c'est compliqué d'évoluer, puisque le rapport réel est concret, plutôt que de faire évoluer d'un point A à un point B, et que sa situation morale s'améliore. C'est l'idée que j'ai envie de raconter. Merci beaucoup. Salut Paco, bonjour. Salut. Bravo pour ta présentation. Moi j'ai une question, est-ce que c'est une histoire vraie ou réelle tirée de... Est-ce que c'est ta vraie vie, quoi, en fait? Ouais, c'est plein de faits, plein d'éléments de ma vie que j'ai mélangés, que j'ai organisés pour imaginer une histoire. Ouais. Mais il y a beaucoup, la majorité des choses sont vraies. Ouais. Okay. Tout à fait. C'était ma question. Ouais. Merci. Oui, j'ai trouvé très agréable en fait votre façon de nous faire sentir la mise en scène dans votre présentation. Et est-ce que vous vous rendez compte que, je sais pas, j'imagine que vous vous rendez compte, il y a des métaphores partout qui sont assez impressionnantes. Est-ce que vous vous rendez compte dans oui, votre récit? Voilà. Oui. Merci. C'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une question, c'est facile, il a répondu, il a dit que... Oui, j'ai conscience. Est-ce que c'est une impérieuse nécessité que tu interprètes ton propre rôle d'une certaine façon Il pourrait y avoir un acteur. Voilà. Comment? Ou il pourrait y avoir un interprète. Non, c'est impossible que quelqu'un joue mon rôle. Pour le coup, vu le contexte dans lequel je raconte l'histoire, je ne vois pas quelqu'un d'autre jouer mon propre rôle avec mes frères et sœurs. Non, il faut. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je suis familier, et que c'est le plus cœur du film en fait. Si je joue pas, ça le fait pas, quoi. Sans...
y a beaucoup d'allers-retours entre documentaire et fiction. Est-ce qu'on sent ça dans le visuel? Oui, complètement. Comme j'ai montré un peu avant. Enfin, les personnes, tout est issu de la réalité, donc la seule dramaturgie, enfin la seule fiction le seul aspect fictionnel sera la dramaturgie et l'évolution de l'histoire. Tout le reste, c'est dans un contexte réel complet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais le réel, c'est pas toujours documentaire. Vaste question. Je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on essaie d'avoir le même temps pour chaque personne pour que ce soit égalitaire entre les cinq. Oui, merci, pardon, merci beaucoup. merci beaucoup. Alors comme on est un petit peu tradit, on a fait les garçons d'abord, les filles après. Donc on va passer aux filles de ce groupe avec Inès Bousria qui nous présente son projet Orlando. Bonjour à tous. À peine 18 ans, Amina se retrouve à errer dans la rue en pleine nuit. Elle a été tabassée et jetée dehors par sa famille qui a découvert son homosexualité. Elle se réfugie au bar LGBT Orlando et va dans les toilettes du bar pour regarder l'étendue des dégâts. Elle regarde les bleus sur son corps lorsqu'elle est surprise par Sam. Sam est une jeune fille du même âge qu'elle. Elle est transgenre. Et tout comme Amina, elle aussi n'y a qu'à Orlando, où elle peut être elle-même tout en étant en sécurité. La détresse et l'état d'Amina sont très familiers à Sam. Amina se met dans un coin du bar, refuse de se mélanger aux autres clients. Elle n'a jamais connu autre chose que la vie qu'elle avait avec sa famille. Donc il est inconcevable pour elle de leur tourner le dos aussi soudainement. Et donc elle essaye de les appeler en vain, personne ne répond. Sam vient la voir et comprend rapidement que les bleus qu'elle a vus sur le corps d'Amina ont été causés par sa famille. Et il est inconcevable pour... elle est abasourdie à l'idée qu'Amina veuille retourner chez elle, malgré la violence dont elle a été victime. Donc Sam essaye de la convaincre qu'il y a des personnes qui peuvent l'aider et qui ne lui demanderont pas de renier qui elle est. Sauf que Amina est tiraillée entre cette communauté qui lui tend les bras, où elle se sent, qui lui tend les bras, où elle peut être à l'abri, et entre sa famille et la vie qu'elle a toujours connue. Donc Amina rejette l'aide de Sam une énième fois, et cette fois-ci Sam ne revient pas vers elle. Et donc Amina se retrouve réellement seule pour la première fois, et l'absence de Sam à ses côtés est très lourde. Donc elle se lève et va vers Sam. Elle se mélange aux clients du bar, et la joie de vivre, la légèreté de Sam finissent par imprégner Amina, qui peu à peu se mélange aux autres personnes. Elle se sent à l'aise, en sécurité, et elle oublie le monde extérieur. Mais lorsque la mère d'Amina va la recontacter, que choisira-t-elle? On pourrait croire que ce qui arrive à Amina est une chose très spécifique aux membres de la communauté LGBT, mais en réalité, on se retrouve tous face à un dilemme. On se retrouve tous à devoir choisir entre se conformer aux attentes de notre entourage ou aux attentes de la société, ou choisir notre propre voie et tourner le dos à ceci. Et c'est souvent très compliqué. Orlando se déroule en huis clos, car je veux me concentrer sur l'évolution personnelle d'Amina et de vraiment la voir et la suivre dans ce bar qui est très chaleureux, et aussi grâce à ses clients qui sont très généreux et empathiques envers Amina. Et donc la violence reste à l'extérieur, elle reste hors champ. Et donc je l'illustre aussi à travers la lumière, car l'extérieur est très sombre, seulement éclairé par les lampadaires.
en contraste avec la lumière d'Orlando qui est éclairée de façon très chaleureuse avec différentes sources de lumière. Et pour illustrer encore plus cette idée de huis clos, j'ai décidé d'avoir une image très près des corps. On est vraiment immergé avec les personnages. Et en parlant de personnages, le scénario est très semblable au personnage de Sam, car tout comme Sam, le scénario se concentre sur la positivité, sur le fait d'aller vers l'avant et de ne pas se concentrer sur la violence. Et Sam a cette phrase qui résume bien le scénario, une famille, ça se choisit. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question sur la temporalité du film. Est-ce qu'il se passe sur une seule soirée ou est-ce que ces allers-retours entre Sam et le personnage principal se déroulent sur plusieurs soirées? C'est une seule soirée, c'est même quelques heures, parce que cet aller-retour entre Amina et Sam se déroule vraiment dans la soirée, car Sam va aller vers elle, et puis selon l'évolution d'Amina, elle va d'abord continuer à vraiment appeler sa famille en refusant de pénétrer réellement dans ce monde du bar. Et donc Sam va revenir à l'attaque, va insister un peu, mais quand même elle ne veut pas être lourde, donc à un moment elle va juste respecter le choix d'Amina. Et c'est à ce moment-là que Amina vraiment a ce déclic. Merci. Une autre question peut-être? Oui. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez choisi le nom Orlando. Est-ce que c'est en relation avec les événements qu'il y a eu dans une boîte à Orlando? Oui, c'était vraiment la genèse du projet. C'était le massacre qu'il y a eu dans le bar LGBT Orlando aux États-Unis. Donc à cette époque-là, j'avais vraiment suivi la fusillade sur Internet. Et des années plus tard, j'avais encore j'étais vraiment un peu traumatisée par ce qui s'est passé. Et donc à l'origine, le titre était lié à cette fusillade, mais aujourd'hui, j'ai gardé le titre parce que Orlando lui-même, le bar, est comme un personnage du scénario. Il a cette immense importance, cette idée de bulle réconfortante et chaleureuse, donc j'ai gardé le titre. Est-ce que tu as des références quand tu prépares ce film? D'autres films en tête peut-être? Il y a des films de Xavier Dolan qui m'intéressent beaucoup au niveau de la mise en scène, qui est vraiment très spécifique et que l'on retient même après avoir vu le film. Donc c'est un peu ce que je veux faire avec l'atmosphère d'Orlando, que vraiment on retienne le sentiment qu'on a dans ce bar, ce contraste entre le huis clos et l'extérieur. Et j'aimerais beaucoup que ça soit un des sentiments que l'on retienne. Pour le casting, vous allez procéder comment? Pour le casting, vous allez procéder comment? Auprès de votre entourage, avec des comédiens? Non, il n'est pas encore produit. Donc il n'est encore qu'en forme de scénario. Et ça sera un casting total, oui, contrairement au projet précédent. La question c'était, est-ce que vous allez faire appel à des comédiens ou à des gens de votre entourage? Oui, à des comédiens. Vous allez filmer l'extérieur alors, si je comprends bien? Oui, il y a des scènes qui se déroulent à l'extérieur, l'arrivée d'Amina dans le bar, et puis le fait qu'on va faire la queue avant d'entrer, et puis la dernière scène, où est-ce qu'elle va devoir choisir entre retourner dans le bar ou choisir de partir avec sa mère. Donc les scènes à l'extérieur sont peu nombreuses. Par rapport au nom des personnages, est-ce qu'il y a derrière des idées? Par exemple, Amina et Sam? Non? Des tranches de société Oui, parce que Amina est d'origine maghrébine, et puis Sam, c'est un prénom qui peut autant être pour une fille qu'un garçon. Donc comme Sam étant transgenre, c'est un prénom qui lui permet d'être en sécurité derrière ce nom, sans qu'elle puisse être victime parce que c'est une jeune femme transgenre. Donc c'est un prénom derrière lequel elle peut se cacher et avoir
ces deux identités si on en a besoin. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, là, c'est notre liste. On va passer au projet de Marie-Lucas. J'arrête mon minuteur. Qui s'appelle La boutique de papier cadeau. Merci. Bonjour. La boutique de papier cadeau, c'est un conte animé qui parle des petites attentions du quotidien qui font se sentir unique dans les yeux des gens. Alors, c'est l'histoire de Philippe qui a environ 50 ans et qui tient une boutique de papier cadeau dans une rue commerçante d'une petite ville. Et ce qu'il fait, en fait, il emballe les cadeaux des gens. Donc les gens viennent avec leurs cadeaux. Et lui, il est capable d'emballer n'importe quoi de la meilleure des façons. C'est toujours extrêmement beau. Et lui, il aime les couleurs, il aime les paillettes, il aime les motifs, les rubans. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sentir les étoiles dans les yeux des gens qui ont les cadeaux. Un jour, il y a une entreprise concurrente qui sort une gamme d'emballages qui sont des boîtes cadeaux. C'est des boîtes qui sont rectangulaires, qui sont toutes pareilles, blanches avec écrit cadeau en noir dessus. Et les gens se mettent à acheter ces boîtes parce que c'est beaucoup plus simple de mettre leur cadeau dedans. Et ils n'ont qu'à mettre le cadeau dans la boîte et hop là, ils donnent le cadeau. Et donc peu à peu, ils désertent complètement la boutique de Philippe. Et Philippe, il est complètement désemparé parce qu'il ne comprend pas pourquoi les gens achètent ces boîtes. Et donc, entre l'incompréhension et la colère, il décide d'emballer sa boutique de papier cadeau et de s'enfermer à l'intérieur. Et il va y rester très très longtemps dans cette boutique. Tellement longtemps qu'à un moment, il devient un vieillard. Et un jour, il y a une jeune femme qui s'appelle Louise qui arrive en ville. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas revenue en ville, mais c'est une ancienne cliente de la boutique. Quand elle était petite, elle était bercée par ces papiers cadeaux et ça la faisait rêver. Et elle revient devant cette boutique qu'elle voit emballée. Le papier cadeau, en plus, c'est abîmé avec le temps, donc c'est vraiment une vision qui la touche particulièrement et elle est extrêmement triste de voir cette boutique. Et elle voit un petit morceau de papier qui est déchiré et elle tire dessus et en fait elle retrouve dans son souvenir le plaisir que c'est de déballer un cadeau. Et du coup, elle va être prise d'un élan d'adrénaline et de nostalgie. Et elle déchire tout le papier cadeau de la boutique. Et elle va rencontrer Philippe qui se trouve à l'intérieur. Et elle va l'aider à réouvrir sa boutique. Elle va tout faire pour l'aider à réouvrir sa boutique. Donc au début, Philippe est un peu grognon, un peu aigri, parce que ça fait longtemps qu'il n'a vu personne et qu'il avait perdu tout espoir. Mais peu à peu, il va finir par déballer son cœur pour retrouver le bonheur et le plaisir de sentir les gens heureux et uniques. Donc moi, ce qui me touche dans la vie en général, c'est les petites attentions du quotidien. C'est la poésie qu'il y a dans le quotidien, dans les rapports entre les gens, des petites choses. C'est un film qui est muet, parce que pour moi, je pense que ça ne doit pas passer par la parole, ce genre de choses. On comprend les attentions, ça passe énormément par le regard des personnages, par leur corps. Ça passe aussi évidemment par la musique qui va avoir une place importante dans le film. Et pour parler d'animation un petit peu, moi je viens pas du milieu de l'animation du tout.
mais j'ai vraiment envie de porter ce projet jusqu'au bout. Et du coup, je cherche quelqu'un avec qui je pourrais collaborer pour faire ce film. Parce que je pense qu'on peut vraiment créer des belles choses à plusieurs, à l'image un peu de Philippe et Louise dans mon film. Voilà. Merci. Bonjour, bravo pour votre présentation. Je voulais savoir au niveau de l'animation, pourquoi ce choix de l'animation? Et ensuite, est-ce que vous avez quelques petites des références tout simplement en animation, des choses auxquelles vous pensez? Oui, pourquoi ce choix d'animation? Parce que j'ai écrit cette histoire sans penser tout de suite à quelle forme je voulais lui donner. Et pour moi, ça paraissait évident que j'avais envie de faire un film d'animation avec un univers très coloré, avec vraiment des personnages forts. Et puis la boutique emballée aussi, je trouvais ça très visuel au niveau de l'animation. Et des références, je pense que c'est une référence un peu plus inconsciente, mais là-haut, des studios Pixar, je pense que c'est une vraie référence pour ce film-là. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Vous pouvez nous en dire plus sur la musique et la proportion à l'échelle du film? Est-ce que le film est entièrement musical? Alors oui, dans l'idée, le film est entièrement musical. Moi, j'aimerais que ce soit de la musique instrumentale seulement, assez simple, assez minimaliste, mais avec une musique assez mélodieuse et qui soit plutôt en accord avec les expressions, les mouvements de personnages pour amplifier, aider à la communication parce que comme il n'y a pas de parole, et puis aussi appuyer l'émotion des personnages. Est-ce qu'il y a encore une question? Je rebondis sur la question posée précédemment. Est-ce que vous avez identifié des compositeurs ou des compositrices pour vous aider dans ce travail, ou vous avez des idées? Non, pas encore. Non. Bon, ben alors, à la Maison du Film, vous aurez plein de compositeurs, de compositrices variées qui pourront vous aider. N'hésitez pas à faire une offre de collaboration, à nous contacter. Merci. Est-ce que tu projettes une animation 3D comme ta référence chez Pixar, ou est-ce que tu vois une animation plus artisanale? Je ne suis pas fermée à rien. Enfin, j'ai vraiment envie de créer un univers avec un animateur ou une animatrice. Moi, ce qui me touche particulièrement dans l'animation, c'est la 2D. Parce que je trouve qu'il y a une poésie qui est folle dans la 2D. Mais c'est vraiment indicatif. Enfin, je ne suis pas du tout fermée. Voilà. Bonjour, je voulais vous poser la question par rapport aux couleurs que vous voulez utiliser. Comme les papiers cadeaux, tout ça c'est très coloré. Est-ce qu'après vous voulez faire un contraste vraiment important quand par exemple ce monsieur s'enferme dans sa maison avec des couleurs plus ternes et plus monotones? C'est surtout une différence entre l'univers de la boutique de papier cadeau et des boîtes cadeaux et du reste de la ville. Je pense que tout ce qui est dans la boutique est extrêmement coloré, un peu biscornu, alors que tout le reste de la ville, c'est plutôt des couleurs froides, des bâtiments un peu rectilignes, rectangulaires, à l'image des boîtes cadeaux. D'accord, merci. Voilà, donc pour une toute dernière question. Moi j'avais envie de te demander d'où elle vient cette histoire de Sophoa. Alors d'où elle vient C'est quand j'étais au lycée, j'avais un cours de PFEG dans lequel on nous a demandé de créer une entreprise factice. Et ça m'embêtait un peu de faire ça. Et du coup, moi j'ai créé une entreprise de papier cadeau. Voilà.
Et du coup, ma prof m'avait dit que c'était pas viable. C'est pas grave. On espère que le film sera viable. Une dernière question? Allez. Je me demandais la durée envisagée. Une dizaine de minutes, je pense. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous 5, bravo.